Dans quelques instants, d'abord on poursuit évidemment notre entretien sur CNews et Europe 1, Gérald Darmanin. Dans quelques instants, nous parlerons de votre projet important pour isoler les 100 plus gros narcotrafiquants. Et ça a commencé d'ailleurs par Mohamed Amra dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Mais tout d'abord sur les terroristes islamistes. Sur le terroriste Salah Abdeslam à l'isolement dans la prison de Vendin-le-Vieil. Hier, l'avocat des parties civiles au procès du 13 novembre a suggéré qu'il allait devenir père. Une telle information donnée ainsi a suscité, on peut le comprendre, un émoi, une émotion auprès des Français, qu'il se serait même marié religieusement en prison. Où est la vérité ? Alors, M. Abdeslam est aujourd'hui en effet à l'isolement dans la prison de Vendin-le-Vieil, qui est l'une des deux prisons que j'ai choisies pour être une prison de haute sécurité, ce qui montre déjà son niveau carcéral important. Il s'est marié religieusement au téléphone. Il n'a pas pu se marier dans une cérémonie, voilà. Donc pas de contact. Donc c'est pas un mariage reconnu par la République, que les Français qui nous écoutent l'entendent. Il est allé en Belgique, M. Abdeslam, parce qu'il y a eu des procès qu'il fallait organiser en Belgique. Et en Belgique, nos amis belges ont autorisé la vie privée et familiale de M. Abdeslam. C'est-à-dire qu'il y a eu des unités de vie familiale où il a pu rencontrer des personnes, et notamment sa compagne. Et donc il y a pu avoir des contacts à ce moment-là, mais ce n'était pas en France. Puis ensuite, il est revenu en France. Mon prédécesseur, Éric Dupond-Moretti, n'a pas autorisé l'unité de vie privée et familiale, mais il a autorisé des parloirs. Et dans ces parloirs qui sont surveillés, même si en quelques instants, beaucoup de choses peuvent se passer, à notre connaissance, et M. Abdeslam lui-même, par l'intermédiaire de ses avocats, a évoqué le fait que sa femme n'était pas enceinte. Voilà, il n'y a pas eu de possibilité pour que M. Abdeslam soit père. Je dis à notre connaissance parce qu'évidemment, ces parloirs existent. J'ai demandé à l'administration pénitentiaire de surveiller, évidemment, puisque je suis là depuis quelques semaines, intégralement ces parloirs et de ne pas autoriser les unités de vie privée et familiale comme l'ont fait mes prédécesseurs pour M. Abdeslam. Je note quand même que peut-être qu'il y a eu un contact. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de contact en France, mais probablement, c'est-à-dire que l'information sur laquelle il n'est pas père ne peut pas être démentie. Monsieur Abdeslam l'a démenti par l'intermédiaire de ses avocats, mais moi je n'ai pas la vérité de toute chose et je ne sais pas ce qui s'est passé notamment en Belgique. On parle d'isolement, Gérald Darmanin, de conditions strictes et on va évoquer les narcotrafiquants, mais dans le même temps, face à la polémique, d'ailleurs vous avez très rapidement réagi sur l'usage détourné en prison des tablettes numériques. Vous avez dû suspendre l'utilisation de ces tablettes. Le coût total quand même c'est 125 millions d'euros. 60 millions ont déjà été utilisés, donc sont partis en fumée. C'est l'argent public. Est-ce que vous dites que ce sont 40 ans de philosophie carcérale qu'on paye ici ? Je pense qu'on manque un peu de bon sens au ministère de la Justice, dans l'administration en général, et peut-être dans le domaine carcéral en particulier. Et nonobstant le travail formidable que font les agents pénitentiaires, c'est un métier extrêmement difficile, et moi ils me le disent, ils m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, par mail, indépendamment de leur hiérarchie, pour me dire regardez, il se passe ci, il se passe ça, venez nous aider, vous avez l'air de nous entendre, écoutez-nous. Bon. Donc les agents pénitentiaires font un travail très difficile et pas très bien payé, alors qu'ils ont beaucoup de difficultés. Personne n'envie leur métier, et c'est un métier absolument formidable. Parce que c'est la première sécurité pour nos concitoyens. Le bon sens, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, dans les prisons françaises, pourquoi ces tablettes ont été imaginées par mes prédécesseurs ? C'est parce qu'il y a une difficulté. Par qui précisément d'ailleurs ? Qui est l'instigateur d'une telle mesure ? Alors, c'est une proposition qui avait été faite par l'administration et que Mme Belloubet avait autorisée. Mais elle peut se comprendre, cette autorisation. Je ne l'aurais pas faite. Des mais elle peut se tablettes comprendre. numériques en prison ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est un détenu, on doit pouvoir commander des choses, demander une sortie, demander de pouvoir accéder aux douches, demander à ce qu'on appelle cantiner, avec son propre argent, acheter un paquet de cigarettes, par exemple. Et quand il y a beaucoup de gens très violents dans les prisons, il est mieux de passer des éléments sans que le gardien surveillant rentre dans le cellule de détention. Oui, ça on le comprend. Voilà. Bon. De là, fallait-il avoir des tablettes ? Non, mais qui n'a pas imaginé qu'elle aurait pu être détournée ? Attendez. Monsieur le ministre. Mais je suis totalement d'accord, je n'aurais pas pris cette décision. Et j'ai arrêté cette décision, je suis d'accord avec vous. J'essaie d'expliquer, parce que sinon on fait de la démagogie tout le temps et ça n'a pas de sens. J'essaie d'expliquer pourquoi les gens qui ont imaginé ça l'ont fait. Ces tablettes numériques, évidemment, n'étaient pas la bonne solution. 126 millions d'euros au moment où il manque tant d'argent, y compris pour construire des places de prison, y compris pour aider nos agents pénitentiaires à bien fonctionner, y compris d'ailleurs pour retirer la surpopulation carcérale, parce que je n'oublie pas non plus qu'il y a 4000 personnes qui dorment sur des matelas vous parlez de démagogie, mais vous comprenez que ça nourrit la compréhension. Mais c'est pour ça que je l'ai... Vous savez, je découvre... Vous allez faire un audit. Je découvre le ministère de la Justice. J'ai suspendu cet équipement de tablettes. Effectivement, vous avez dit 60 millions ont déjà été équipés. On va arrêter cela. Et cet argent sera bien utilisé ailleurs, à la fois pour qu'il n'y ait pas de surpopulation carcérale, et en même temps pour aider nos agents pénitentiaires à avoir, me semble-t-il,
une meilleure activité dans nos prisons. Bien besoin. Venons-en, Gérald Darmanin, aux narcotrafiquants et à votre proposition de loi qui est donc déjà passée en commission des lois. Avant l'arrivée, ce sera lundi en séance. Alors au programme, régime de détention strict, des prisons haute sécurité avec la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, Condé-sur-Sarthe dans l'Orne qui doivent accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux. Avant de parler, monsieur le ministre, des dispositions qui font polémique, quand vous dites haute sécurité, on vient de parler des tablettes. Nul besoin de rappeler les téléphones portables qui circulent et autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par hermétique, véritablement, pour ces prisons ? Le problème du monde carcéral, des prisons en France, c'est que nous mettons dans nos prisons des personnes selon le statut qu'ils ont devant la justice et pas selon leur dangerosité. Je m'explique. Vous mettez dans les maisons d'arrêt des gens qui sont en détention provisoire, qui attendent donc d'être condamnés définitivement, quel que soit ce qu'ils aient fait. Un délit routier ou du narcobanditisme. Et vous mettez dans des prisons pour peine, donc des prisons très carcérales, des gens qui ont été condamnés définitivement à plus de 2 ans de prison. Moi, je casse ça, ce modèle. Je ne dis pas qu'il faut mettre les gens selon leur condamnation dans les prisons, maison d'arrêt, prison pour peine. Je dis qu'il faut mettre selon leur dangerosité vis-à-vis de l'extérieur. Donc le narco-bandit, qui est dangereux, même s'il n'est pas condamné définitivement, on doit le mettre dans des prisons de haute sécurité. Et celui qui a fait un délit routier, auteurs de violences physiques qui ne sont pas en bande organisée, la délinquance financière, ne mérite pas d'aller dans des prisons pour peine. Et notamment notre organisation de lutte contre les téléphones portables, les drones, la menace, la corruption des agents pénitentiaires, ça doit être, comme en Italie, réservé aux gens qui relèvent de la mafia, de l'organisation criminelle, les terroristes et les narco-bandits. Qui sont parfois les mêmes. Alors, il peut y avoir des liens, notamment autour de l'armement. Mais en tout cas, ils sont tous, convenons-en, dangereux pour l'extérieur. Pas simplement parce qu'ils doivent purger leur peine de prison. Évidemment qu'ils doivent purger leur peine de prison, comme tout le monde, comme l'auteur du délit routier. Mais ils doivent le faire dans des prisons qui garantissent la sécurité de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prisonniers qui sont capables de menacer l'agent pénitentiaire, le directeur de prison, le magistrat, le journaliste, l'avocat, en lui disant... Le magistrat, c'est-à-dire qu'on franchit un cap. Bien sûr, il y a des magistrats en France. Bien sûr, il y a des magistrats en France qui sont menacés, leurs enfants. Le procureur de Douai, monsieur le ministre. Il y a beaucoup de magistrats en France. Beaucoup de magistrats en France. C'est une information importante. Il y a 150 magistrats en France qui, d'une manière ou d'une autre, sont menacés directement, notamment par des narcobandits. Et il y en a une quinzaine qui sont sous protection policière au moment où je parle. Donc il y a des magistrats très courageux qui prennent des responsabilités très fortes pour eux, pour leur famille. Et je ne peux pas accepter en tant que ministre de la Justice d'avoir des personnes qui sont en prison et qui disent à un magistrat « je sais à quelle heure sortent vos enfants de l'école, je sais que fait votre mari ou votre femme et je vais les assassiner si vous ne me permettez pas d'être libéré prochainement ». Et on l'a vu dans l'affaire Amra que ce n'était pas des paroles pour rire. Monsieur Amra a réussi à sortir de sa maison d'arrêt et à faire assassiner, je mets là encore des guillemets parce qu'il sera jugé, 2 agents pénitentiaires à bout portant par des kalachnikovs en pleine journée sur un péage. Avec une faille incroyable sur son statut et sa dangerosité. Bien sûr, avec une faille générale, me semble-t-il, de l'administration. Mais avec ce que vous dites, monsieur le ministre... Et donc nous allons tout changer. C'est très important. D'abord, on va créer un parquet national. C'est la vraie révolution, c'est pas la révolution pour au final avoir que de la communication. Et vous savez, quand on a été ministre de l'Intérieur et maintenant ministre de la Justice, on sait l'importance des décisions qu'on prend. Et on sait que ce qu'on prend comme décision, c'est demain des veuves et des orphelins. Moi, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'enterrais à peu près 3 à 4 personnes par mois, des pompiers, des policiers, des gendarmes. Et j'allais voir les orphelins, les mamans, les papas qui perdaient leurs enfants. Et j'ai appris, si hier je faisais de la communication, j'en fais toujours, mais aujourd'hui c'est pour la bonne cause et pour l'intérêt général. Alors pourquoi ça ne convainc pas tout le monde ? Les décisions que je prends sont pour l'intérêt général. Et même si je reste 6 mois ministère de la Justice, j'aurais au moins laissé ça derrière moi. Et je sais que cette loi, vous y tenez particulièrement, d'abord pour protéger les Français. Alors pourquoi ce discours-là, je vais dire, n'infuse pas partout ? Par exemple, vous assumez ce régime carcéral qui est, on va le dire, maximaliste. Oui, qui permet de ne pas sortir de prison du tout. Alors, l'Observatoire international des prisons, les juges totalement attentatoires aux droits fondamentaux, les avocats pénalistes s'en émeuvent aussi. Vous assumez, vous dites c'est pour notre sécurité, je n'y dérogerai pas. Bien sûr que je n'y dérogerai pas. Je suis allé moi-même hier au Conseil d'État. Je pense que ça faisait très longtemps qu'un ministre n'est pas venu au Conseil d'État lui-même défendre ces mesures. Et je remercie le Conseil d'État de m'avoir reçu et on a échangé. Je sais que ce sont des sujets extrêmement durs qui permet de limiter les libertés. Le dossier coffre, parlons-en. Mais juste un point, oui. Je sais que le régime que je propose est très difficile. Attendez, vous savez qu'il limite les libertés. Bien sûr. Vous venez de le dire, les libertés individuelles des détenus. Ça veut dire que dans ce régime-là, ça veut dire quoi ? Donc l'intérêt général, notre intérêt général prime pour vous sur le droit et les libertés fondamentales de ces individus prisonniers.
Alors, ces personnes continueront à avoir des repas, d'être dans leurs cellules individualisées. Il n'y a pas d'acte de torture. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Mais ce sont des gens très dangereux, capables de passer à l'acte et d'assassiner des fonctionnaires de l'État. Et de continuer leur point de deal. Et est-ce que c'est normal, quand on est dans une prison à Marseille, de pouvoir continuer à commander des assassinats de gamins de 14 ans ou de toucher des sommes, ce que je vois encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a 30 appartements à Dubaï aujourd'hui, il est en prison, condamné définitivement, et qui touche cet argent. Vous parlez de 40 ans de philosophie carcérale. Vous ne le découvrez pas. Et je pense que vos prédécesseurs et votre prédécesseur immédiat ne l'a pas découvert. Moi, mon travail, c'est de changer radicalement les choses. Je pense que l'affaire Amra a beaucoup bousculé les consciences aussi. Notre travail, malgré la difficulté de l'Assemblée nationale et du manque de majorité, c'est de bousculer les choses. Mais je voudrais vous dire que ce régime de détention, pour que les Français le comprennent bien, ça concerne entre 600 et 800 personnes sur 82 000 détenus. Ces personnes, en effet, ne pourront pas sortir de prison, ne pourront pas téléphoner, ne pourront pas avoir de vie privée et familiale, ne pourront pas toucher la personne qui est en face d'eux au parloir parce qu'il y aura un hygiaphone. Il y aura des fouilles systématiques. Il y aura 3 heures de communication, 4 heures de communication autorisées par semaine, point. Alors qu'aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24 sur un téléphone fixe. Je sais que ce régime est très difficile. Et je peux comprendre un certain nombre d'interrogations. Dans votre camp ? Mais je peux, oui, y compris dans mon camp, mais c'est pas grave. J'ai parfois été minoritaire dans mon camp, mais moi, je suis là pour protéger les Français. Mon travail, c'est de faire comme en Italie quand ils ont lutté contre la mafia. C'est votre modèle, hein. Enfin, c'est votre pays modèle, en tous les cas, la méthode. L'Italie a inventé la mafia, et l'Italie a inventé aussi l'anti-mafia. Et ça marche en Italie. Et ce qui marche en Italie peut marcher en France. Simplement, il faut du courage politique. À qui le dites-vous, du courage politique ? Je parlais notamment du dossier Coffre, parce que c'est emblématique quand même. Beaucoup d'avocats, d'ailleurs, en sachant que vous alliez venir ce matin, m'ont interpellé en me disant on ne peut pas ne pas avoir accès à certaines informations très importantes sur nos clients. Là encore, vous assumez. Les débats, monsieur le ministre, vous le savez mieux que moi, à l'Assemblée vont être très, très tendus. Est-ce que vous dites que supprimer l'une de ces mesures aujourd'hui, c'est quand même une question importante, c'est aller contre la lutte sur le narcotrafic ? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est une sacrée responsabilité pour les parlementaires, ce que vous dites. On a un débat, le parlementaire est libre. Je l'ai été, j'étais libre de ma prise de parole, mais il faut aussi dire les responsabilités devant les Français. Le dossier Coffre, qui est porté par mon collègue Bruno Retailleau, c'est une mesure ministère de l'Intérieur, c'est quoi pour que les Français comprennent ? C'est adapter nos écoutes téléphoniques au monde d'aujourd'hui. Les messages cryptés, la géolocalisation, le passage par Internet, parfois par satellite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Les écoutes à la papa téléphonique, ça ne marche plus, parce que plus personne n'appelle sur ligne fixe. Les gens passent par un téléphone portable, par signal, par télégramme. Et donc, ce qu'essaye de faire le ministère de l'Intérieur, c'est d'adapter ses services d'écoute administratifs à ça. Et évidemment, c'est très simplifié, mais pour que les Français comprennent, ça pose des questions d'écoute téléphonique, de liberté individuelle. Et les avocats, c'est normal, c'est leur rôle, essayent de limiter l'action que peut avoir un procureur de la République ou un magistrat instructeur. Mais le travail du ministre, c'est un travail pour l'intérêt général. C'est un travail pour l'État. Et le travail du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, c'est de dire à tout le monde, l'État, la protection de l'État, a besoin de ces moyens supplémentaires pour lutter contre le narcobanditisme.